Je n'ai cessé de réfléchir à Pierre Gascard qu'au petit matin, quand brume et lassitude ont jeté sur l'océan leur répit blanc. Le forage des pelles et le vol de la terre se sont répétés toute la nuit dans mon crâne. Avec cette insomnie s'est creusée une béance en moi. Des fosses se succèdent. J'ai dans mes errances d'infinis cimetières mentaux. Fossoyeur à mon tour, je n'ai d'yeux que pour les boues infertiles et les marbres brisés. Toute la nuit j'ai contemplé le sépulcre de Gascard. Toute la nuit j'ai profané sa tombe, exhumé ses legs. Ai-je les mains sales? Ou les mains heureuses? Il est encore trop tôt pour comprendre les mécanismes de l'oubli, mais déjà la révolte sourde. Cette plume qui jaillit d'outre-tombe, la terre désormais au nid. Elle s'accroche à moi revenante, s'insinue dans mon esprit, me murmure d'autres noms. J'écoute sa mélopée, me laisse envoûter, me saisit d'un mot qui semble édénique. Angie. Oublieuse postérité. Épisode 2. Hantise de la matière. Qu'est-ce que le réalisme magique? C'est l'éruption du magique, du surnaturel, du merveilleux, de l'onirique, du fantastique, de l'irrationnel, dans un cadre réaliste, c'est-à-dire un contexte connu, géographiquement délimité, historiquement étayé, socialement véridique, culturellement authentique. Il a pour fonction de créer un décalage à la fois subtil et aveuglant dans la narration pour qu'il désoriente le lecteur. Ce décalage pourra permettre à l'auteur d'étudier différemment le rapport des personnages au monde, le rapport de la littérature à ses mythes, le rapport du lecteur à l'œuvre. L'arrivée étrange de la magie dans le réel permet à ce dernier de se renouveler et, en un sens, de s'élargir, afin de pouvoir mieux épouser l'absence de limite de l'esprit humain, l'absence de limite de l'esprit créateur. Il se distingue d'une littérature plus genrée, comme le fantastique, la science-fiction ou la fantaisie, que certaines constantes structurelles permettent de classer comme telles. Bien souvent, par exemple, les personnages des romans du réalisme magique ne sont que guère surpris par cette insémination magique de leur quotidien. Bien souvent d'ailleurs, leurs réactions peuvent nous paraître décalées, imprévisibles, bizarres. C'est précisément là que se noue toute la dramaturgie du rejet réaliste. Le protagoniste accepte bien volontiers ce creusement ou cet élargissement de la réalité. En fera-t-il ? Voilà toute la question. Murakami, Garcia Marquez, Borges, Abekobo, des noms parmi d'autres qui usent de cet intervalle. Des auteurs milieu de siècle et fin de siècle en somme. Mais alors, que dire du proto-réalisme magique ? Son nom varie en fonction des pays, des critiques, des auteurs. Edmond Picard, par exemple, évoquera en 1910 le fantastique réel, pour caractériser Les Hors-le-Vent, publié par Franz Hellens un an auparavant. Ce fantastique réel, il tentait déjà de le définir 20 ans plus tôt pour caractériser ses propres écrits, l'employant d'ailleurs plutôt pour unifier naturalisme français et symbolisme belge. En France, quelques auteurs encourageront le roman à se détacher du symbolisme pour avancer plus avant dans l'action, pour la reconquérir, sans céder toutefois aux sirènes du roman d'aventure jugé trop feuilletonesque. Edmond Jaloux sera de ceux qui s'emploieront à évoquer la magie, le mythe, le féerique, le fantastique pour définir ce renouveau. Ces observations seront étroitement corrélées à un type de roman poétique et plus particulièrement au Grand Maulne d'Alain Fournier, publié en 1913. Ainsi,
Les auteurs qui ont à cette époque écrit, sans savoir qu'ils utilisaient ce qui deviendrait une recette, sont faciles à reconnaître désormais. On peut naturellement citer Kafka, et la Métamorphose, Bulgakov, et Le Maître et Marguerite, et Angie, de Robert Poulet, paru en 1931, chez De Noël et Still. Robert Poulet est arrêté en octobre 1944 et condamné à mort en octobre 1945. Dans l'attente, il écrit et publie anonymement Journal d'un condamné à mort. Il sera gracié en octobre 1948, condamné à l'exil 3 ans plus tard. Il s'installera donc à Paris, Robert Poulet étant belge, et continuera d'écrire différemment. Collaboration bien sûr, journalistique, au quotidien Le Nouveau Journal, tiré à peu près à 50 000 exemplaires, lu principalement par une audience bourgeoise. Amitié avec Céline, amitié évoquée dès les premières pages de Rigaudon par ce dernier. Je vois bien que Poulet me boude. Poulet Robert, condamné à mort. Il parle plus de moi dans ses rubriques. Autrefois j'étais le grand ceci, l'incomparable cela. Maintenant, à peine un petit mot accidentel assez méprisant. Je sais d'où ça vient, qu'on s'est engueulé. À la fin il m'emmerdait à tourner autour du pot. Amitié avec Céline donc. Céline que Poulet aidera à faire publier son Voyage au bout de la nuit chez De Noël, l'éditeur d'Angie. Amitié avec Hergé aussi, qui le peint et lui prête de l'argent. Avec Drieux-La Rochelle, avec Franz Hellens. Mais tout cela, c'est déjà après Angie. Ce roman, c'est 1931. C'est une virginité maurassienne qui ne l'oblige pas encore à se soucier politiquement du salut public. C'est une participation à des revues littéraires, mais pas encore à des journaux politiques. Virage définitivement entamé en 1934 avec la parution du pamphlet « La Révolution est à droite ». 1931, c'est aussi et surtout Angie Taboula, nom complet d'une mystérieuse femme géorgienne, née de gestation pour le moins surprenante. Car le diminutif, Angie, c'est le titre du roman. Et c'est aussi le 3e personnage de ce roman. La compagne mystérieuse du lieutenant David Missaline et du médecin Walter Orlando, 2 amis du front de l'Ouest. Angie, c'est celle qui donne à la monotonie des marais pendant la Première Guerre mondiale, à l'ennui et aux rêveries, tout son argile, toute sa puissance. Angie, par sa venue au monde, devrait être une dissertation complexe, littéraire bien sûr, éminemment littéraire, narrative et métatextuelle, mais militaire aussi. Après tout, le contexte de ce roman, c'est la guerre. Politique, psychologique, psychiatrique. Que de richesses capiteuses, que de richesses protéiformes dans ces 300 pages. Il faut être clair. Il faut résister au froid, à la solitude, aux divagations glacées, glaçantes, aux réminiscences rassurantes. Angie n'existe pas. Je répète, Angie n'existe pas. Elle est une femme inventée par David et Walter. D'ailleurs, elle n'existe pas pendant 1/3 du roman. Puis elle existera, mais n'existera toujours pas. Oui, les deux à la fois. Elle existera dans le roman, et elle existera pour nous, mais nous savons bien qu'elle n'existe pas. Elle existera pour David et Walter, mais elle n'existera pas pour David et Walter. Ou plutôt, elle n'existera pas pour David et Walter, ce qui ne l'empêchera pourtant pas d'exister. Si ces artifices sémantiques, au demeurant fictionnellement justes, semblent paradoxaux, le roman, lui, ne l'est pas un instant. Angie est bel et bien cette silencieuse et séduisante orientale, fabriquée de toutes pièces par David et Walter, pour échapper à l'ennui de la guerre et à la déficience de leurs souvenirs féminins. Comme Poulet l'écrit,
De grandes décisions avaient été prises par les deux officiers. Pour occuper leur vie, ils supposaient qu'une compagne leur était donnée. Dans cette partie de l'abri qu'ils avaient résolu de lui abandonner, une femme purement imaginaire était installée. Voilà ce qu'ils allaient admettre. Recension programmatique tardive du romancier, qui se prend au jeu du roman 100 pages après son exorde, sa captatio benevolentiae. Quoique, voici l'intégralité du premier chapitre. Dans la solitude la plus réussie du monde, celle de la guerre immobile. Les lignes autrichiennes sur le front de Petite Russie. Entre deux hommes abandonnés par la destinée, cet être extraordinaire, une femme, vient par la voie la plus merveilleuse et la plus naturelle. L'abri auquel ils se sont adossés pour combattre, défendant leur vie et quelque chose de plus que leur vie, cette femme y brille comme une prunelle. Un obus les frappe. Plus tard, elle meurt. Après avoir annoncé le plan de son roman, voilà que l'auteur, 100 pages plus tard, annonce le contenu de la deuxième des 3 parties du roman. Construction d'Angie. Création totale de la compagne fuyante. Corps et caractère. Rapport au monde et rapport à eux. Les deux protagonistes de cette affaire proprement démiurgique. Rien ne nous empêcherait d'ailleurs de lire, à propos du programme de la seconde partie, 2 grandes décisions ont été prises par le romancier. Pour occuper le livre, il suppose qu'un nouveau personnage lui est donné. Dans cette partie de la création qu'il a résolu de lui abandonner, une femme tout aussi imaginaire que David et Walter s'installe. Voilà ce que mon lecteur devrait admettre. S'il est clair que l'auteur s'amuse de la création, met en abîme l'acte de création littéraire, et plus précisément l'acte de création du caractère, du protagoniste, une question se pose. Si l'on considère dans l'espace romanesque David et Walter comme des personnages de chair, créés directement par Robert Poulet, peut-on considérer Angie comme l'égal des 2 officiers, alors que l'auteur jette toutes ses forces dans le dédoublement des dimensions, intercédant pour David et Walter plutôt que pour lui, accusant en quelque sorte ces personnages de lui ravir la création du 3e personnage, affirmant même « ce sont eux qui créent Angie, et non moi, Robert Poulet ». Peut-on donc décemment considérer Angie comme un personnage égal à David et Walter ? C'est toute la richesse de la diégèse, de ses différents niveaux et d'une possible transgression progressive. Niveau du narrateur, niveau des personnages, niveau de l'histoire dans l'histoire. La mise en abîme est habile, car elle déraille d'une certaine manière. Il ne s'agit pas du romancier évoquant un romancier qui écrit. Il ne s'agit pas d'un personnage principal se mettant à raconter une histoire. Ce n'est pas Les Faux-monnayeurs d'André Gide paru 6 ans plus tôt, dans lequel les narrateurs changent, les modes de narration aussi, dans lequel l'auteur même brise le 4e mur pour s'adresser directement au lecteur, épaississant ainsi à chaque page la brume à l'encre du romancier. Non, c'est plus intermédiaire, plus insidieux, peut-être plus habile et simple aussi, car Poulet ne questionne pas directement le pouvoir de la narration, n'écrit pas un roman à propos du roman, en laissant à ses personnages le droit de créer un personnage qui ne sera pas dans une autre strate de la narration, mais bien dans la leur, celle des personnages. Alors Poulet questionne directement la création, mais aussi le statut du personnage. Comme l'a fait 10 ans plus tôt, en 1921, Luigi Pirandello, dans 6 personnages en quête d'auteur, selon des motivations différentes, adaptés à la simulation théâtrale. L'imitation, le mimésis. Personnage, de quelle pensée viens-tu ? Personnage, quel étage du monde romanesque t'accueillera ? Personnage, quelle est ta part d'autonomie dans l'acte créatif ? Quelle est ta part de détermination ? En somme, Poulet nous invite à nous demander jusqu'à quelle limite le lecteur peut croire au factice, peut accepter de suspendre son incrédulité, concept capital pour les œuvres de l'imaginaire,
encore plus pour celles qui frayent avec le réalisme magique comme Angie. On peut aller plus loin encore pour Angie, qui fonde le réalisme magique sur l'acte premier, l'acte initiateur de la création, à savoir pour cette époque encore éloignée des investigations du nouveau roman, l'invention du personnage qui mènera l'histoire de front avec le narrateur. Robert Poulet nous montre donc que l'acte magique par excellence n'est pas celui de la dérégulation du contexte historique, de l'espace géographique, de la transgression de conscience du personnage qui cesserait d'être en lutte avec son monde pour apostropher le lecteur, mais bien celui préalable de toute création. C'est la fameuse alchimie de l'écrivain, qui tire des scories de son imagination, la matière livresque, et peut-être, si elle le veut, la postérité. Robert Poulet se dédouble donc. Il devient à la fois Walter et David, les deux facettes d'un écrivain qui, au front, c'est-à-dire à son bureau, s'ennuie. Et voilà que pages après pages, Angie se crée, c'est-à-dire la femme mystérieuse, le troisième personnage du roman, la femme doublement imaginaire. Imaginaire pour Poulet et imaginaire pour Walter et David. Et voilà que pages après pages, Angie se crée, c'est-à-dire le roman qui évoque la création d'Angie, c'est-à-dire les pages non plus imaginaires, mais palpables, que l'auteur accumule à son bureau. Enfin, Angie finit par exister. Elle n'est plus dans l'imagination conjointe de Walter et David, mais vient d'envahir leur monde. Elle n'est plus de fantasmes et d'abstractions, mais de chair et d'os. C'est le dernier tiers du roman environ. Walter et David ne sont plus les seuls à croire à Angie. Une nouvelle instance tombe. Celle du narrateur, qui peu à peu intègre Angie à l'histoire et rapporte ses faits et gestes sans continuer de passer par le prisme des deux soldats. Tout le monde est désormais dans la confidence. Personnage, narrateur, lecteur, auteur. Tout le monde ou presque. Les personnages secondaires, pour ainsi dire les autres soldats, ne savent pas qu'Angie existe. Tout simplement parce que David et Walter leur cachent son existence. Jusqu'au jour où les événements se précipitent et je ne dirai rien de plus sous peine de gâcher le roman entier. Je ne rajouterai rien de plus que ceci. L'étude de la personnification d'Angie n'est pas parvenue à son terme. Puis mystère. Le second aspect qu'Angie nous impose d'explorer conjugue style et histoire. Il est à la fois purement littéraire et inévitablement historique. Avant tout, il faut rappeler qu'Angie est le premier roman publié par Robert Poulet, à 38 ans, puisqu'il est né en 1893. Il est homme fait. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Il a été plusieurs fois distingué et décoré à la fin de celle-ci. Il connaît la matière du siècle qui vient de commencer. Il connaît la matière du monde. Il connaît aussi la matière de la nouvelle littérature de l'après-guerre. Il fraye depuis quelques années avec de grands écrivains belges et avec son frère Georges Poulet, qui deviendra un critique reconnu. Cette conjonction politique et littéraire l'amène vers une impasse, ou plutôt vers une tentative de conciliation, de dépassement. Il écrira donc une sorte de roman poétique de guerre, et presque un roman surréaliste de guerre. Lui qui va se rapprocher de la droite maurassienne, mais dont son style s'écarte allègrement de son classicisme, et qui est pourtant, au moins en partie, fasciné par André Breton et ses comparses, les grands poètes surréalistes, auxquels Poulet reproche bien entendu leur pensée révolutionnaire de gauche, ainsi que leur haine du genre romanesque. Tant pis. Croyant s'extraire des méthodes du groupe français,
Robert Poulet écrira malgré tout ce grand roman de guerre surréaliste qu'est Angie. S'il fallait un clin d'œil à André Breton, il n'y a qu'à céder à l'onomastique de leurs deux romans. Angie face à Nadja. Nadja que publia Breton en 1928. Le reflet belge du miroir surréaliste, teinté de politique et de symbolisme finissant. Un reflet pourtant bien plus lisible que le roman d'amour de Breton, comme si Poulet avait, dans sa défiance et peut-être sa défaite, réalisé à son insu le parfait roman surréaliste. La prose est bien sûr poétique plus que naturaliste. Et je cite : « Une sorte de soir descendait dans l'abri, mais un soir plein d'âme que David Misaline accueillait comme un ami, distrait, paternel, de ce souvenir. Ils venaient de renaître, et ils avaient eu quelque temps les beautés singulières d'un petit enfant qui va mourir. Qu'est-ce qui avait désigné à David, si pauvre et si sombre, dans sa mémoire ses plaisirs méconnus ? Un long ennui, dont la seule évocation faisait tomber de nouveau les voiles. Une lutte ridicule avec lui-même. L'amitié, décolorée, dans ce béton inhumain où grimaçait les cris virtuels de la mitrailleuse. Quand Walter va revenir de cette étrange course au marais, David sait comment le traiter, que lui dire. Plus de pudeur, de silence, de mots suppliants. L'un et l'autre possèdent dans leur cœur 1000 tableaux, pareils à celui de la nuit pestienne. Des épisodes sans importance ni dureté, de petits faits indicibles, des messes, des bouts de valse, des passages de femmes tristes. Et que dire de la ponctuation ? Céline un an en avance ? Des points de suspension partout, des points d'interrogation les précédents, des points d'exclamation les suivants. Comme chez Céline, le travail sur la langue et sur la ponctuation est impressionnant. La prose est toutefois en partie différente. Plus lyrique, plus jetée à la face du lecteur depuis un ponton de désespoir que colérique ou cynique, comme chez l'auteur français. Pourtant, il est évident qu'un lecteur qui affectionne Céline ne pourra qu'être intrigué par Angie, intéressé, dérouté peut-être. Cette confrontation littéraire d'un surréalisme assimilé et d'une guerre sans frontières n'est pas une lecture facile. Le rythme est inégal, volontairement inégal, glosant sans se l'avouer sur cette double ascendance surréaliste et naturaliste, refusant de choisir entre père et mère, violent souvent, maladroitement tendre. La motivation des personnages n'est pas linéaire ni logique. Encore que, nous pourrions évoquer l'absurdité de la guerre et les extrémités auxquelles sont confrontés les soldats si nous avions procédé à une lecture plus historique ou existentialiste. L'étoffe du roman est instable, tissée comme nous l'avons évoqué de mailles diverses, presque antagonistes. Mais voilà bien la richesse que certains romans nous apportent. Aux joyaux parfaits qui nous brisent la rétine par la régularité de leurs réflexions. Pensons par exemple à un autre roman d'inspiration surréaliste dans les faits, mais pas que bien entendu, composé par un écrivain sans école, Au château d'Argol de Julien Gracq. Et bien à ces joyaux parfaits s'adossent des diamants morcelés, bruts sans doute, mais fragiles, prêts à imploser. Peut-être plus aveuglants encore parce que la modestie de leurs défauts affermit l'éclat de leurs qualités, et surtout de leurs intentions contradictoires, à la fois révolutionnaires et réactionnaires. Abandonner le régionalisme littéraire belge au profit d'une littérature française de Belgique. Ce que Poulet et Hellens théoriseront dans le manifeste du groupe du lundi, publié en mars 1937. La géographie ne devrait pas supplanter la langue, peut-on comprendre en substance.
Nous en avons fini avec notre ancienne école littéraire trop enracinée dans son pittoresque local. Peu à peu, renouvelé par sa pensée de plus en plus extrême, Poulet assimilera le régionalisme au réalisme social, lui-même asservi à la cause prolétaire. Il est étrange qu'un auteur partagé entre ses aspirations littéraires et sa névralgie politique ait pu engendrer une telle œuvre. C'est que Anji échappe de très peu à la véritable congestion fasciste. Quelques mois ou années de plus auraient sans doute ôté au roman cette tension interne que nous pourrions, comme nous l'avons déjà évoqué, étudier de multiples autres manières. Par exemple, en insistant sur le rôle du narrateur, sur les points de vue adoptés, sur le glissement progressif des personnages de la raison aux tripes. La production littéraire de Robert Poulet ne retrouvera jamais l'impulsivité d'Anji, ni même une parenté de recettes. Le meilleur et le pire, paru en 1932, est peu ou prou incompréhensible. On ne voit pas où les personnages veulent en venir, on ne comprend pas leurs intentions, on ne s'attache pas aux personnages secondaires assez grotesques. Prélude à l'Apocalypse s'éternise, comme si l'auteur avait trop peu de matière pour l'histoire. Les Ténèbres, en revanche, publié en 1934, roman dont la veine surréaliste aura totalement disparu mais pas celle du réalisme magique, vaut le coup. Il semble prolonger presque à l'envers la réflexion que l'auteur avait entrepris avec l'apparition trouble d'Anji dans son premier roman. En effet, Marcel Panthionis, le personnage principal des Ténèbres, vivra une disparition et non une incarnation. Frappé par une révélation hasardeuse à propos de l'existence, il va peu à peu tomber malade et s'accrocher, depuis son lit, à d'étranges souvenirs et de délirantes visions qui ne signifient pas ou peu pour le lecteur, jusqu'à s'inventer un monde parallèle au sien, un monde de fiction qui n'est pas étranger ce coup-ci, à celui de la quête de soi, là où Anji était la conquête d'autrui, par l'imagination ou par la guerre. Il faut noter enfin, comme Pierre Gascard avec Le Temps des Morts, que Robert Poulet ressuscitera Anji. Robert Poulet profanera Anji. L'auteur jugera utile de réécrire en partie son texte en 1955, soit 24 ans plus tard, afin d'atténuer certains éléments, afin de réécrire certaines parties selon une ponctuation et un style moins outrancier et onirique, édulcorant de fait l'essence de ses qualités. C'est le drame de la démiurgie qui est une nouvelle fois à l'œuvre pour ces créateurs qui ne connaissent pas le dimanche. Comment faire pour abandonner un texte à son existence quand il est notre enfant de papier ? Pourquoi croire que les années, parfois les décennies, accumulées depuis la parution originale ne pourraient qu'améliorer l'œuvre ? Pourquoi renier, en partie au moins, ce qui a été créé ? Ce qui, peut-être, trahit parfois trop une époque, un état d'esprit, des intentions. Insidieusement, le glissement s'opère. Le tragique glissement, le trop humain glissement. Réécrire l'histoire. Ne plus écrire par empoisonnement littéraire, mais corriger par sensibilité, par intellectualisme. Reprendre un texte pour le conformer à ce que nous sommes devenus. Bref, renoncer au romanesque et à la littérature pour se soumettre à l'individu, au psychologique, à une certaine forme d'existentialisme. Ainsi, dans cet acte de réécriture, vient la victoire de l'homme sur les lettres, alors qu'il n'y a que le contraire qui pourrait nous sauver d'une destinée monotone. Heureusement, la version de 1931 est encore trouvable, et force est de constater que cette édition d'Anji
aura allègrement dépassé en 300 pages toutes les frontières géographiques et littéraires pour nous proposer un territoire parfaitement inédit et déroutant. Notons enfin que condamné à mort, Poulet aura entrepris la rédaction d'un journal, publié anonymement en 1948, complété et republié en 1952 chez Plomb, avec pour titre « L'enfer ciel ». On ne trouvera pas d'informations sur ces années de collaboration, pas de justification ou autre dans ce texte. En revanche, c'est une immersion dans un esprit sublimé par l'imminence de son exécution, dans une écriture sublimée aussi, d'un très haut niveau de lyrisme et de raison, encore une fois, entachée par une 50aine de pages de trop, mais qui peut se lire comme un récit introspectif très original, ou comme le témoignage parfois halluciné de la mort en suspens. M'avez-vous assez déchiré, percé, rompu, misérable? Si vous saviez comme je suis fait, si vous voyiez mon âme semblable à une plante sauvage, avec ses feuilles et ses fleurs si compliquées, si hardies, si fragiles, vous mesureriez peut-être les ravages que votre furie grossière a causés en moi. En déployant contre moi l'arsenal hideux de vos méchancetés et de vos bêtises, vous croyez seulement m'assassiner. Vous avez fait saigner toutes mes fibres. Telles sensibilités se sont émues en ma poitrine, dont vous, pauvres bourreaux épais, ne soupçonnez même pas l'existence. Tels mots que vous avez dits pour me perdre ont fait bien davantage. Ils m'ont arraché le cœur, empoisonné le souffle. Mieux un être se défend contre les conséquences dégradantes de la douleur. Lui, il la ressent. Puis il y avait, en dehors de mon armure, d'autres êtres exposés à vos coups. En atteignant ces parties les plus palpitantes de ma chair, vous m'avez atteint 10 fois plus, hommes horribles. Il n'est pas de jour où la pensée tendue vers les miens, je n'ai frémi des pieds à la tête, plus pathétiquement encore, le fusillé qui va s'ébouler dans ses liens. Vous avez voulu m'abattre, m'abaisser, me tuer, et ce n'était pas grand-chose, car vos humiliations m'ennoblissaient. Plus vous me frappiez, plus je me voyais grandir, et la gloire du tombeau m'aurait comblé.